Donc pour en parler, cet après-midi, nous avons un panel genré. À ma gauche, Dr Kadiatou Koulibaly, qui est maître de conférence à la faculté d'histoire-géographie, qui est chef de département aussi géographie, qui va nous entretenir sur un sujet intitulé « Quitter le pays pour quoi faire ?» des projets de vie à la finalité déterminée. Détournée. Après son intervention, on va donner la parole à Dr Fodje Tandjigora, maître de conférence à la faculté des sciences humaines et des sciences d'éducation, sociologue, qui va aussi nous entretenir sur un sujet intitulé « L'imaginaire de la migration des jeunes maliens à l'épreuve des politiques migratoires ». Donc chacun d'entre eux aura 15 minutes et après leur intervention, on va vous donner la parole aussi d'abord autour de la table et ensuite à la salle pour les échanges pendant 1 heure. D'ores et déjà, je dois quand même rappeler, pour ceux qui ne s'intéressent pas aux questions migratoires, que la migration est un phénomène très ancien au Mali, qui est antérieur à la constitution de l'État malien moderne, hein, qui date des périodes des empires, donc aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, l'empire du Ouagadou, l'empire du Mali, l'empire Songhai, l'empire du Soso, du royaume Bambara, de Ségou, etc., etc. Donc il y avait des mobilités de personnes. Et ensuite, la colonisation a galvanisé les flux, donc autour des pôles économiques, notamment l'Office du Niger pour le cas du Mali, les plantations arachidières du Sénégal, donc où les gens faisaient ce qu'on appelle le navetana, donc les va-et-vient, et puis les travaux du port d'Abidjan qui ont pris fin en 1945, et aussi les gens partaient dans les plantations de café cacao. Donc ça a structuré la migration coloniale, et par la suite, cela s'est développé. On va laisser les intervenants parler de la période contemporaine. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Aujourd'hui, la migration concerne toutes les couches sociales, autant les jeunes que les vieux. On migre pour différentes raisons, comme ils vont l'évoquer tout à l'heure, et ils contribuent énormément au développement du pays. L'élément important que j'avais envie de souligner, c'est que le Mali, contrairement à beaucoup de pays, a commencé à institutionnaliser la question migratoire depuis 1991. Donc cela s'est passé à travers la mise en place de plusieurs structures, des ministères dédiés, des directions, et puis bon, des associations aussi des migrants qui encadrent la diaspora, notamment le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui est reconnu d'utilité publique. Il y a aussi le CSDM qui est un peu la coépouse donc de cette structure, le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Quoi qu'il en soit, dans la plupart de vos familles, soit vous-même vous avez été migrant, soit vous avez des proches qui sont migrants. Donc ce sont ces questions-là qu'on va aborder, notamment en faisant le focus sur la question des pourquoi partir et la question de l'imaginaire. Donc sans tarder, je voudrais vous inviter à faire votre communication pour une quinzaine de minutes. Ça va. Donc, bonjour à tous. Et effectivement, j'ai la charge de m'entretenir un peu avec vous par rapport à cette thématique portant sur la migration. Mais je pense que ça demande d'être un peu beaucoup plus précis. Il s'agit de l'émigration et de la migration de retour. Et ce ne sont pas des formes habituelles que nous allons utiliser ce matin. C'est un soir, il y a une idée qui m'est venue comme ça, en écrivant la première phrase, et ça a continué. Donc, moi, je n'ai pas cherché à comprendre. Toutes les idées qui me venaient, j'ai tout écrit. Maintenant, Moriké n'est pas là peut-être pour me dire que c'est un poème, c'est quoi, je ne sais pas. En tout cas, tout ce qui m'est venu. L'essentiel est que j'ai pu les mettre sur papier et nous allons voir. Je pense que cette première partie-là va prendre en compte la première formulation, partir pour prendre la route ou bien quoi faire, et la deuxième partie, la finalité de projet de vie détourné. Nous allons voir ça avec les chiffres. Donc, vous allez me permettre de lire ce que j'ai pu poser sur, pas papier, mais sur l'écran. J'ai intitulé « Là-bas, c'est chaud ». Mais finalement, après analyse moi-même, je me suis demandé « Là-bas, c'est où ?» Puisque celui qui parle, lui, il n'a pas pu aller, il n'a pas atteint sa destination, il est retourné, finalement, il parle de quoi? Donc, c'est intitulé « Là-bas, c'est chaud ». J'ai mis « Lamentation d'un jeune candidat ». Voilà que je vivais en paix. Quotidiennement, je faisais autant de fois que je voulais le trajet entre le domicile de mes amis, celui de notre champ de maïs et mon propre domicile. Par jour, je mangeais autant de fois que je pouvais
la sauce Soumbala que la mère de famille nous faisait avec joie et en quantité. Voilà un beau jour, le caractère insatiable de l'homme qui dormait profondément en moi se réveille et me suggère de partir derrière l'océan. Alors je décide de suivre les pas des camarades qui m'avaient dévancé et qui ne donnaient plus signe de vie, afin qu'on revienne tous autrement. Je ne savais pas que le village était bon, que ma gentille et dévouée mère allait me manquer, que les causeries sous le grand fromager de la place publique pouvaient me manquer. Je ne savais pas aussi que les soirées de balafon, organisées au clair de lune, étaient un bonheur total, même s'il fallait rester à ce niveau. Aujourd'hui, me voici au milieu de nulle part, avec un compagnon qui ne m'a jamais adressé la parole, le jour comme la nuit, pauvre comme au village, mais aussi affamé. Je me dis, n'est-il pas bon d'être seul que d'être mal accompagné? Je comprends maintenant les conseils de Nieba, la vieille mère de tout le village. Chaque soir, aux côtés de ses fagots en flammes, elle disait à tous les enfants, assis ou de passage, que la parole est sacrée et donc qu'elle mérite une réponse. Est-ce à dire que cette vérité de notre territoire ne constitue pas une règle partout? Voilà un voisin à qui je m'adresse et qui ne répond pas. Je voulais lui demander tout simplement où sommes-nous, car je ne vois pas les champs de maïs, les rizières, le petit maricot du coin que je trouvais sale. En fait, le voilà de retour, invisible, me chuchotant à l'oreille que je n'ai encore rien vu. Soudain, quelque part, je fais connaissance avec un groupe de femmes, d'hommes de tout âge, ayant en commun la peau sur les os. Et aussi troublés par les conditions de leur voyage, cherchent une réponse à la même question qui me hante depuis que j'ai dormi 3 nuits en dehors de mon village. Où sommes-nous? Me demande le guide du groupe. Ne faisant pas comme mon compagnon, je me donne la peine quand même de prononcer quelques mots. Malheureusement, je ne sais pas ce que j'ai dit. Les seuls mots qui arrivent à sortir de ma bouche, avant que je n'oublie pas les conseils de grand-mère, avec ses autres sous l'arbre à palabres, tous regroupés après les travaux journaliers, ils nous disaient, nous les nouvelles générations d'hommes, qu'un homme ne pleure pas. Une vérité peut-être vraie et valable au village, mais pas ailleurs. Ces comportements de bravoure, je les ai tous en tête, mais cette fois-ci, je vais désobéir. Qui va me punir s'ils sont tous loin de moi? Subitement, un véhicule surgit et nous embarque tous. Ça, c'est la première partie. Quitter le village, pour quoi faire? Le jeune est en train de partir, il n'est pas arrivé à destination, il ne sait plus où il est, avec qui il est, mais en tout cas, il est dans une histoire que lui-même, il ne maîtrise plus rien. Donc, la deuxième partie, c'est que ces jeunes qui sont en train de partir, et d'ailleurs, malheureusement, qui sont en train de nous revenir, sont en train de nous revenir dans une situation que, et nous pour qui ils sont partis, et eux-mêmes qui sont les candidats, et au départ et au retour, ne savent pas eux aussi où ils sont et dans quelle histoire ils se sont embarqués. Donc, pour traiter cette partie, nous avons voulu faire une compilation de résultats. Parlant des propres résultats, parlant des résultats que les autres, le ministère à travers Boula et les documents de l'OIM et à travers toute la littérature portant sur la migration, qui mettent tous ensemble sur le retour, mais un retour à double visage. D'abord des jeunes qui étaient partis, qui voulaient changer leur vie, qui sont malheureusement embarqués dans des histoires de retour sans avoir la suite voulue, et des jeunes
à qui on a décidé à leur place qu'ils s'engagent dans un retour. Alors, ils reviennent comme ils étaient déjà partis. Parce que qu'est-ce qui a motivé le départ? C'est de partir d'abord pour se construire, pour changer aussi les conditions de vie des parents qui sont restés au village, mais aussi pour faire changer la mentalité sur leur propre personne, en fait, pour bénéficier d'une promotion sociale. Malheureusement, qui n'est pas gagné parce qu'il va retourner comme il est parti. C'est pourquoi nous avons dit que la finalité du projet de vie a été détournée. Finalité, pourquoi détournée? Parce que tous ces jeunes qui partent, même celui qui a décidé de partir, il a dit qu'il va partir pour qu'ensemble ils retournent autrement. Mais ils sont en train de retourner maintenant parce que tout simplement, l'objectif n'a pas été atteint. Donc retourner autrement n'est plus d'actualité pour eux parce qu'on a décidé à leur place. Alors on les fait retourner pourquoi? On les fait retourner parce qu'ils ne répondent plus aux aspirations d'un monde globalisé. Alors, ayant suivi les débats de ce matin, ça nous montre que c'est urgent pour nous de changer. C'est urgent pour nous de changer personnellement, mais en nous changeant, nous allons aussi entraîner un changement qui s'impose à notre pays. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le lion ne va jamais arrêter de manger parce qu'une biche lui fait pitié. Pour reprendre en Bambara, ça veut dire que waraba te bandumni ma, te banka bichini dun, ko bichini hinebala. Bichini ne be moyen ou stratégie ou élaboré, voilà ça avait échappé qu'à waraba ka dunima. C'est dans cette situation qu'on se trouve maintenant. Qu'on le veuille ou non, obligatoirement, il faudrait que nous changions. Nous, en tant qu'État malien. Alors pour cela, de la migration, nous allons maintenant nous retrouver sur un plan de bons stratèges. Nous sommes obligés à devenir de bons stratèges pour que ce voyage que nous voulons entamer, ce voyage que nous avons déjà entamé, ce voyage pendant lequel nous voulons devenir des maîtres pour que nous soyons, pour que nous restions des maîtres, pour que nous puissions changer et notre propre avenir et l'avenir également de notre propre pays. Et pour cela, on est obligé d'élaborer des programmes de développement fiables, des programmes de développement qui vont répondre à nos aspirations et aux aspirations du monde actuel. Et pour cela, on est obligé d'abord, je vais dire, de nous temporiser, excusez-moi du terme, de prendre le problème à bras le corps, de ne jamais jeter la faute sur l'autre. D'année en année, c'est ce que nous sommes en train de faire. Si nous voyons que ça ne marche pas, nous devons maintenant revenir à la charge, réfléchir comme il faut et élaborer ce qu'il faut également pour pouvoir se tirer d'affaire. Alors, partir n'est plus la solution. Se lever un beau matin, partir, ce n'est pas la solution. Parce qu'on va nous faire retourner, parce que là-bas, ce n'est pas le profil qui est demandé. Alors, il faut se construire à l'intérieur pour pouvoir attaquer la vie du bon côté. Donc, comme il ne s'agit pas de faire une communication formelle comme nous avons l'habitude de faire, nous avons voulu ramasser comme ça, et de par l'ampleur des choses, ceux qui partent sont des jeunes. Ceux qui partent sont en train de se chercher une situation économique et sociale. Ceux qui partent sont en train de partir parce qu'ils veulent se tirer d'affaires. Mais il se trouve que nous n'avons pas encore le bout qu'il faut. Alors moi je trouve qu'il est temps de s'asseoir, de prendre du recul, de réfléchir, de se dire ce qu'il faut pour en réalité prendre le chemin maintenant pour avoir la destination escomptée, pour ne pas retourner dans la situation où nous sommes partis. Je vous remercie. Merci bien. Elle a fait 11 minutes 27 secondes. Ce qui est, donc, il vous reste
4 minutes environ de crédit de parole, quand la parole va être retournée. Rapidement dans son exposé, parce qu'il y a certains qui ont pris le train en marche, elle a mis l'accent sur 2 points. D'abord, l'immigration, c'est le fait de partir, et aussi la question de ceux qui partent, il y en a qui reviennent. Maintenant, de quel retour? Et là, elle a mis l'accent sur le retour contraint. D'abord, le fait de partir, ce n'était pas forcément un choix, c'est une idée de son point de vue qui est venue à partir du poème qu'elle a lu, comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ce départ n'était pas préparé et le retour non plus ne l'était pas. Parce que dans ce retour-là, il y a le retour qui a un double visage, notamment un retour qui est contraint, que ce soit dans le cadre du refoulement ou de l'expulsion, mais ne répond en aucun cas aux aspirations du migrant qui est parti, qui était parti pour 3 raisons essentielles. Elle l'a dit, c'est construire soi-même, changer les conditions de vie des parents, et puis dans une logique de quête d'une mobilité sociale. Donc finalement, aucune de ces raisons n'a trouvé une finalité positive parce que le retour est contraint. Elle finit par 2 propositions que j'ai notées. Mettre en place des programmes de développement beaucoup plus, on va dire, élaborés, qui prennent en compte toutes ces aspirations. Et puis le second point, arrêter d'accuser toujours les autres. C'est bien d'accuser les autres, mais bon, l'autre ne serait pas être la cause de tous nos malheurs. Donc on va donner la parole à Fodje pour nous entretenir sur l'imaginaire de la migration. Bien. Donc, merci, monsieur le modérateur. Donc, alors, cette communication, je l'ai intitulée l'imaginaire migratoire des jeunes Maliens à l'épreuve des politiques migratoires. De façon moins obscure, ce que je voudrais interroger ici, c'est la persistance de la migration parmi la frange juvénile, et ce, malgré les différentes politiques migratoires, malgré un ministère des Maliens de l'extérieur avec la PONAM, n'est-ce pas, malgré l'OIM, malgré toutes les politiques et tous les dispositifs qui ont été édictés, les jeunes résistent quand même et souhaitent partir. Donc c'est cela que je voudrais interroger dans cette communication. D'habitude, pour toutes les communications sur les migrations maliennes, je commence par 2 précisions empiriques. La première, c'est que les migrations en Afrique de façon générale se passent à l'intérieur du continent. Je le répète chaque fois parce que en fait, on a 96,5% de migrations africaines qui se passent à l'intérieur du continent, pas en Europe. Nous avons 2,7% pour le cas de l'Europe et 0,1% pour le cas de l'Amérique. Donc, ça veut dire que, contrairement à l'actualité médiatique, ce qu'on montre sur les médias, la Méditerranée qui est prise d'assaut, malgré toutes ces images, la synthèse est que la grande majorité des migrations se passent dans l'intérieur du continent. Ça, c'est la première précision empirique. La deuxième, c'est qu'à l'échelle mondiale, il n'y a pas assez de migrants, contrairement à tout ce qu'on nous raconte sur les médias, sur les réseaux sociaux, à travers des rencontres, parce que si vous voyez les chiffres, il y a en 2020, il y avait 281 millions de personnes en situation de migration, soit 3,6% des personnes à l'échelle mondiale. Donc, on a l'impression que les gens migrent trop, qu'il y a trop de migrants, mais en fait, à l'échelle mondiale, il n'y en a pas assez. Voilà. Donc, c'est la deuxième précision empirique. Maintenant, pourquoi la persistance de la migration chez les jeunes? Pourquoi cet imaginaire persistant, malgré, n'est-ce pas, tout ce qui est fait pour que les jeunes puissent adopter d'autres formes de réussite, d'autres logiques de réussite sociale? Nous disons que chez les jeunes, il y a tout un ensemble d'idées, d'habitudes, de caractères moraux, d'émotions, d'illusions qu'ils nourrissent sur la migration et qui se manifestent souvent à travers les réseaux sociaux, que les jeunes utilisent assez souvent et que les camarades qui ont déjà migré, n'est-ce pas, utilisent également. Et donc cela suscite la persistance, en tout cas, de la pratique migratoire comme seule échelle de promotion sociale. Parce que depuis longtemps, les migrations maliennes avaient été appréhendées sous l'aspect de transfert de fonds, de déplacement, mais en fait, la persistance même de la pratique migratoire est de plus en plus étudiée par beaucoup de chercheurs, n'est-ce pas, que ce soit ici ou en Europe. Alors, la migration, progressivement chez les jeunes, est devenue comme une nouvelle forme d'aristocratie. C'est-à-dire que maintenant, il ne s'agit plus d'aller à l'école, mais la réussite, l'école n'aboutit pas exactement à la promotion sociale. C'était le cas à une certaine époque,
Mais les jeunes, de plus en plus, surtout ceux du bassin du fleuve Sénégal, estiment que l'école n'aboutit pas nécessairement à la promotion sociale. Donc la promotion, ce sont les aînés qui arrivent de la France, de l'Espagne, avec des valises neuves, avec des liasses de billets, qui, eux, ils considèrent comme la réussite. Donc, et c'est eux qui construisent des châteaux d'eau, des infrastructures, des pistes, des centres de santé. Et donc, finalement, la réussite se trouve ailleurs, mais pas ici. Et donc, ils l'ont intégré progressivement depuis à bas âge. Et c'est eux aussi qui ont accès aux femmes, aux belles femmes, comme vous le connaissez dans la région des Cailles. Il n'y a pas d'âge, un vieux, si vous êtes en concurrence, si vous n'avez pas migré, il faut vous mettre à côté. Donc, tout cela a façonné l'imaginaire des jeunes pour dire finalement, la réussite n'est possible qu'ailleurs. La promotion sociale passe nécessairement par la migration. Donc, c'est devenu le vecteur de reconnaissance sociale et d'accès au capital social. Donc, il ne s'agit plus de posséder du bétail ou du champ, voilà, des champs, des bétails, du mil, non, mais il s'agit de migrer. Et quand je faisais cette communication, j'ai fait une petite enquête, j'ai rencontré un vieux monsieur qui est parti en France en 1976, qui dit qu'il a abandonné son verger pour partir en France et qu'il n'était pas dans la nécessité. Je lui dis, mais pourquoi? Il dit, parce que quand les autres arrivaient de la France, ils avaient une histoire à raconter, ils parlaient du métro, des micro-ondes, de ceci. Le jeune homme n'avait pas d'histoire à raconter. Donc, en fait, et lui, il n'était pas perçu comme en haut de l'échelle sociale. Donc, pour cela, il a tout abandonné pour migrer en France, chose qu'il regrette amèrement. Donc, pour vous dire que la perception même de la migration, aujourd'hui, dans certaines sociétés, fait que elle est tellement valorisée que les jeunes abandonnent même les études pour aller en migration, alors même qu'ils ne sont pas poussés par la pauvreté parce que c'est une illusion. Hein? La pauvreté n'explique pas toujours les départs. Un départ coûte cher. 2 millions, 3 millions, tu n'es pas pauvre. Donc, il y a tous ces aspects qui entrent en compte, qui fait que les jeunes, n'est-ce pas, sont poussés à partir. L'autre aspect, c'est que les migrants, les aînés qui ont migré, c'est eux qui décident des élections, par exemple, qui sont organisées dans les localités. Hein, c'est eux qui parrainent les candidats, donc qui prédisent même l'issue des élections dans leur localité. Donc tout ceci structure la mentalité des jeunes, les pousse à partir pour être mieux considérés dans la société. Je pense que j'ai encore un peu de temps. Donc, et la cause a été rappelée ici, c'est la structure même de la population malienne. Je pense que l'autre panel a rappelé, on est une population essentiellement jeune. Hein? Et le rapport de dépendance est énorme. Par exemple, pour les MOP dernier, on parle de 103 personnes à charge pour 100 personnes en âge actif. Donc, si vous regardez les jeunes qui constituent la majorité, par exemple, et qui sont désœuvrés et qui n'ont plus foi au système éducatif, n'ont d'autre solution que de tenter leur chance, n'est-ce pas, pour traverser la Méditerranée. Et donc, pour ce faire, cette migration progressivement passe, n'est-ce pas, pour le principal objectif à atteindre, malgré les dissuasions que les dispositifs étatiques et les partenaires ont mis en place. Je pense notamment aux politiques migratoires, n'est-ce pas, et je pense aux politiques migratoires de l'Union européenne qui est essentiellement sécuritaire. C'est-à-dire que l'argent qu'on met dans le Frontex, l'agence qui surveille les frontières extérieures de l'Union européenne, c'est tellement énorme qu'on pourrait éjecter ça dans les pays, dans les localités qui ont des populations potentiellement migrantes. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre beaucoup d'argent dans la surveillance, on peut mettre de l'argent dans les localités de départ afin de permettre aux jeunes de vivre tranquillement sur place. Parce que tant qu'on n'aura pas inversé le paradigme pour démontrer qu'on peut réussir sur place, toutes les missions de sensibilisation qui sont menées dans ces localités ne serviront absolument à rien du tout. Je sais que les gens du ministère et les partenaires arrivent avec des véhicules 4x4 climatisés pour, n'est-ce pas, sensibiliser les jeunes de Bafoullabé, de Djema, pour ne pas partir. Mais ils vous diront, oui, mais on ne part pas, mais vous nous proposez quoi alors? Et il n'y a pas de réponse à cette question. Donc, le mieux, c'est d'offrir des opportunités aux jeunes pour vivre et travailler sur place. Tant qu'on n'aura pas accompli ça, toutes les politiques de dissuasion, les politiques anti-flux migratoires, toutes les formes de politique que nous avons édictées jusque-là
sont de plus en plus inopérantes parce qu'elles ne sont pas parvenues, n'est-ce pas, à nous attaquer aux causes qui produisent ces départs. Et je vais terminer par une interrogation, je pense dans le livre du ministre Moussa Mara, ça doit être le dernier chapitre ou l'avant-dernier. La jeunesse, est-ce que c'est une chance ou bien une bombe? Bon, moi je dis c'est selon. N'est-ce pas, notre jeunesse, elle peut être une chance lorsque, n'est-ce pas, elle est bien formée, lorsqu'elle intègre les défis contemporains et lorsqu'elle est à même de compétir avec les autres jeunes, n'est-ce pas? Mais tant qu'elle n'est pas bien formée, elle est abandonnée, elle est complètement à la recherche des moyens de subsistance. Elle n'aura pas le temps de se former et de compétir avec les autres jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Décidément, j'ai des panélistes qui se concurrencent sur la maîtrise du temps. Il a fait 9 minutes 29 secondes. Donc, bravo. Hein. Alors, rapidement, pour ceux qui ont somnolé entre-temps, il a fait une intervention sur la question de l'imaginaire en rapport avec les politiques migratoires. Et il dit, c'est vrai que, et d'ailleurs ça c'est paradoxal, vous savez, c'est à partir des années 1974 que les politiques migratoires restrictives ont commencé dans l'Union européenne. Mais c'est à partir de cette date que les flux ont augmenté. Plus on met les politiques et les dispositifs, plus les gens continuent à partir. Et ce qui est marrant, vous savez, il n'y avait pas de visa entre la France et le Mali, entre la France et le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie, jusqu'en 1985. Et tant qu'il n'y avait pas de visa, les migrants de la vallée du fleuve Sénégal, donc du Mali et Sénégal et autres, partaient en France. Ils pouvaient faire 3 ans, maximum 7 ans, et ils revenaient. Ils étaient dans ce qu'on appelait la Noria, ce qu'Abdelmalek Sayed a appelé la Noria, pratique de va-et-vient. Ils se faisaient remplacer par un cousin, un neveu. À partir du moment où ils ne sont plus assurés d'être remplacés par un cousin, un neveu, ils se sont mis dans des logiques d'installation dans les pays. Donc ça, c'est aussi une vérité historique. C'est pour dire que, bon, quand tu dis qu'il y a des dispositifs, il y a des sensibilisations, et puis ceux qui viennent sensibiliser viennent aussi en 4x4, ils viennent en costume cravate. Bon, le conseiller Boulay est là, il a le cou attaché. Donc, alors que Boulay, on l'a connu en train de courir derrière les chèvres là-bas, on s'est dit, ok, bon, quand même, tu es quand même privilégié. Il faut que nous aussi, on parte. Et toi-même, tu as été migrant. Alors, donc, il dit finalement que la migration persiste parce que, d'abord, 2 précisions, c'est que la migration, elle est d'abord intra-africaine. Donc, au-delà de tout ce que les médias peuvent dire, même la migration malienne, hein, c'est intra-africaine, mais essentiellement au sein de la CEDEAO, qui a un protocole de libre circulation des personnes et des biens depuis 1979. Une des institutions, malgré tout ce qu'on peut lui dire, qui a quand même réussi à favoriser la libre circulation des personnes et des biens, malgré les entraves et autres, il faut quand même le souligner. Et l'autre chose, c'est qu'à l'échelle mondiale, les flux migratoires ne représentent que 3%. Donc 281 millions sur 7 milliards 600 millions d'habitants, c'est une infime partie. Et je vais même compléter pour dire, si vous tapez sur Google les 10 pays d'émigration, vous allez voir qu'il n'y a pas un seul pays africain. C'est d'abord les autres, ce n'est pas ici. Vous allez voir, il y a 12 millions de Mexicains qui vivent aux États-Unis. Juste un exemple. Donc les grands pays pourvoyeurs de migrants, ce n'est pas des pays africains. Bon, mais après ça, c'est un autre débat sur les chiffres. Après, le mirage de l'Eldorado, donc l'imaginaire qu'il a évoqué, il a parlé des réseaux sociaux. Mais il y a aussi le rôle des télévisions qui nous vendent une certaine image de l'Europe. Et même nos migrants eux-mêmes contribuent à ça. Un migrant qui est dans le foyer, qui vit sur des listes préposées et qui mange là-bas, quand il revient avec une voiture France au revoir, qu'il va vendre et il va manger à Amandine tous les jours, louer une villa à Badalabougou avec piscine, quand bien même que, bon, et après vous allez voir, en général, il ne vous serre pas la main. Parce que si c'est un ouvrier, ces mains-là sont tellement sèches que donc ils vous font des bises comme ça, en essayant d'imiter. Bon, donc ça, c'est quand même tout ça participe un peu à ce mirage, en fait. Alors, parce que, bon, de toute façon, il le dit, l'école ne garantit plus la mobilité sociale. Et moi, j'ai tendance à dire souvent que nos écoles sont devenues soit des garderies, soit des fabriques de chômeurs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on met là-bas. Malheureusement, c'est ainsi. Donc, et finalement, les gens finissent par se dire, vu que le migrant revient avec beaucoup d'argent, beaucoup de valises et qui construit des belles maisons, on a vu beaucoup de quartiers, hein, ou même à la CID1000 ou des quartiers à Bamako ou dans les villages, vous voyez des immeubles où il n'y a que les grands-parents, où il n'y a personne, à part le grand-parent, mais tout le monde est parti. Donc finalement, les gens continuent à penser que la migration, c'est là-bas il faut réussir. Il faut partir, venir raconter, comme il l'a dit,
aussi avoir son histoire. Donc l'ailleurs se construit dans la tête, mais aussi ça permet une reconnaissance sociale, parce que si vous voulez avoir des femmes et autres, c'est la migration qui vous permet de faire ça. Il finit par deux propositions. Offrir des alternatives crédibles aux jeunes, parce que dire aux jeunes ne partez pas, la migration c'est dangereux, ça les jeunes le savent. Vous prenez par exemple, même en Bambara, on dit Tunga tête d'Ambedon. La migration est définie en Bambara comme étant l'aventure. Donc aventure là, c'est synonyme de danger, ils le savent déjà. Et dans toutes les langues, on sait que la migration, c'est quand même quelque chose, c'est le danger. Donc dire que c'est dangereux là, ils le savent. Donc il faut des alternatives crédibles. La deuxième chose, c'est de miser sur la formation de la jeunesse, et aussi l'encadrement de la jeunesse. Donc sans tarder, je vais donner la parole autour de la table. Donc je note quelques noms. Chacun aura 3 minutes. Donc le Premier ministre Mara, Fatmata, à droite, ensuite à gauche, hein, Milmo. Je dis Milmo, Master Sumi. Non, pardon. Non, je connais bien. Non, et d'ailleurs, non, je connais bien. Je voulais même lui donner la parole parce qu'il a fait des chansons, par exemple, Gibraltar, tout ça, donc sur la migration. Il a au moins deux morceaux, donc je connais bien. Boulaye. Comment vous appelez, monsieur le maire? Hein? Halidou? Ah, Yatara. Ok. Donc on va commencer par ces 6. Chacun a... Merci bien. Bon, lui, il nous a pas dit de ne pas remercier les panélistes, donc on peut remercier les panélistes pour la présentation brillante. Ah non, ça, je ne vais pas prendre cette responsabilité. Ça, c'est une nouvelle chose. Ok, je voudrais peut-être organiser mon intervention en trois parties. Je vais faire peut-être deux constats et ensuite quelques suggestions, comme je l'ai fait ce matin, parce que je pense que c'est toujours bon de faire des suggestions, des recommandations. Le premier constat est que, comme je l'ai dit ce matin, de la jeunesse, il y a migration et immigration. Quand on parle de migration dans notre pays, on reste encore scotché à la migration d'origine soninke, de la région de Kaï, de Djema, beaucoup de choses. Je crois que les deux intervenants en ont beaucoup parlé. Mais ces 10-15 dernières années, l'origine des migrants, en tout cas en partance du Mali, a changé. Les migrants sont de plus en plus des Bamakois, des jeunes de Bamako, qui par la dureté de la vie, les conditions très compliquées, les questions d'emploi et autres questions partent. Et donc, cette question mérite une analyse régulière pour que nous ayons une idée un peu plus précise du profil de nos migrants. Parce que même quand on parle de stratégie de retour, il faut tenir compte aussi des conditions de départ pour parler de stratégie de retour. Ça, c'est un premier élément sur lequel je voulais insister. Et les attaques contre nos consulats, notamment en France et autres, montrent bien que le profil a changé. Le deuxième élément qui est important, et je pense que nos pays doivent l'intégrer pour les décennies à venir, c'est que les pays de destination ont changé et ont profondément changé et vont l'être de plus en plus. Ce matin, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité européenne, vous avez vu que c'est l'extrême droite qui a gagné les élections aux Pays-Bas. C'est l'extrême droite qui est au pouvoir en Italie. Demain en France, en Hongrie depuis quelque temps, mais demain en France, il est au moins probable que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et je ne vous parle pas des États-Unis avec Trump. Les pays de destination se droitisent. Je dirais même s'extrême droitisent par le phénomène de migration. Le phénomène de migration est un élément qui porte ça. Donc ça veut dire que ces pays vont avoir des stratégies de plus en plus sécuritaires.
Et souvent, ils ne vont même pas se le cacher. Parce que les États-Unis ont dit on va faire un mur. Et après, on va déporter les migrants. Et là, on ne cache plus ça. C'est ça l'avenir. Les décennies à venir, ce sera ça. Donc, il est bon que nous, sachant cette situation-là, que nous ayons une attitude vis-à-vis des flux migratoires qui soit plus organisée, plus rigoureuse. On ne peut plus se contenter de se cacher derrière son toit. Ces pays vont peut-être collaborer sur l'immigration choisie. On va amener quelques Maliens pour cueillir des fruits en Espagne. On va amener quelques ouvriers Mais ça ne sera jamais suffisant pour faire face à la vague de plus en plus importante de nos populations qui veulent partir. Donc nous avons à proposer autre chose. Et c'est là où je vais arriver un peu aux propositions. Pour moi, c'est une combinaison d'actions. Parce que si on va dans un sens et qu'on n'aborde pas la question de manière holistique, on n'y arrivera pas. Le premier élément, c'est quand même de mettre l'accent sur le danger. Il faut que nous convainquions nos enfants que c'est de plus en plus dangereux, ça va être de plus en plus dangereux, et que nous jouions vraiment ce jeu à fond. Le deuxième élément, c'est de lutter contre les véritables mafias que nous avons dans nos pays pour déporter les populations. Nous avons de véritables mafias et dans nos administrations qui vivent de la détresse de ceux qui veulent partir. Ceux qui donnent des cartes d'identité, ceux qui donnent des passeports, ceux qui convoient, ceux qui ferment les yeux en laissant passer les gens. Tous ces gens-là sont dans nos administrations. Il faut qu'on ait une attitude sérieuse de lutte contre ces acteurs-là. Troisième élément, il faut que nous collaborions avec nos diasporas. Parce que nos diasporas sont les inducteurs de migration, comme vous l'avez dit. Donc si les acteurs de la diaspora ne participent pas à l'information de leurs parents, à l'information de nos compatriotes, il y aura toujours un biais. Il faut que nous travaillions avec nos diasporas pour eux aussi faciliter leur inclusion. Là, nous avons énormément d'efforts à faire. Si les Maliens de l'extérieur veulent revenir au pays, c'est la croix et la bannière. On fait tout pour les décourager. Il faut qu'on assure leur inclusion économique, leur inclusion sociale, on en a parlé pour les jeunes, mais leur inclusion politique aussi. Il faut qu'on associe à la gouvernance de notre pays. Pour un pays comme le Mali, où au moins un quart de la population vit à l'extérieur, on ne peut pas gérer le pays en l'absence de ces gens-là. Donc il faut aussi qu'avec la diaspora, qu'on ait une vraie stratégie d'inclusion dans l'ensemble national. Je pense que c'est là où on va pouvoir travailler sur la question de convaincre nos enfants de rester au pays et de réussir au pays. Et enfin, nous avons besoin d'un État qui dit la vérité. Aujourd'hui, les migrations, c'est un peu comme une soupape. Les jeunes mettent beaucoup de pression sur nous, on va laisser en partir certains, ça fait baisser la pression. C'est un peu comme ça qu'on aborde la question de l'immigration. Il faut qu'on change de braquet et qu'on dise aux jeunes, restez au pays. S'il n'y a que de l'herbe à manger, on va manger ensemble. Mais pour dire ça, il faut que celui qui le dit soit honnête. Sinon, si vous êtes en train de voler et que vous êtes en train de vivre de manière totalement indue, vous ne pouvez pas dire ce genre de vérité aux jeunes. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Je sais que j'ai dépassé les 3 minutes et que tu as été indulgent. Je te remercie, mais voilà à peu près ce que je voulais dire. Merci. Je pense que c'est bon. Comme on ne peut plus remercier les panélistes, donc je vais me contenter de remercier quand même le modérateur de m'avoir donné la parole. Donc, je voulais poser une question par rapport au profil des migrants. Et je pense que M. Moussa Mara vient d'en parler. En fait, je m'intéressais, est-ce qu'il y a un changement par rapport au profil des migrants actuellement, si on compare 74, les années 80, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un changement en termes
de catégories socio-professionnelles, mais aussi en termes d'âge et de sexe aujourd'hui. Est-ce qu'il aussi y a un changement par rapport au pays? Est-ce que c'est toujours l'Europe qui est à la première position ou bien aujourd'hui il y a une sorte un changement vers d'autres pays comme les Émirats par exemple, qui est en train aussi de constituer une nouvelle destination. Une autre question par rapport à l'imaginaire migratoire. Et je pense que vos deux communications se recoupent. Ce que Dr Coulibaly vient de nous dire, pour moi, littéraire que je tue, c'est comme un récit que vous venez de faire, une sorte de nouvelle par rapport à l'immigration. Et Tandjigura nous a parlé de l'imaginaire migratoire qui est nourri, entretenu et par les migrants et par les médias. Ma question est comment déconstruire cet imaginaire-là? Cette image que là où on va, pour Dr Coulibaly, c'est chaud. Mais pour d'autres, ce n'est pas chaud. Même si c'est chaud, c'est là-bas où on peut réussir. Il y a toujours cette croyance qu'on ne peut pas réussir ici. Alors, comment changer ces paradigmes? Et la deuxième question, comment capitaliser l'expertise et l'expérience de la diaspora? Et M. Moussa Mara vient de le dire. Moi aussi, je me pose la même question. Au niveau de l'Union africaine, on a beaucoup parlé de la diaspora, qu'on doit les intégrer dans la gouvernance, dans tout ce que nous faisons, que nous devons capitaliser leur expertise. Or, actuellement, cela ne se fait pas. Comment capitaliser l'expertise et l'expérience de nos migrants? Ça, c'est aussi une question à laquelle nous devrons réfléchir. J'ai ici aussi des questions de Lala Diallo, qui est panéliste, qui est partie pour une autre activité, mais qui doit nous revenir. Elle demande aussi comment impliquer les diasporas pour apporter un nouveau narratif de la migration. Et sa deuxième question, quelles sont les propositions de solutions que vous, intervenants, apportez pour limiter le flux migratoire? Quelles sont vos solutions? Donc voilà les deux questions posées par Lala Diallo. Je vous remercie. Bon, moi je dirais que la migration, c'est une richesse pour le Mali. Complètement. Si moi je suis le président du Mali, je veux même mettre en place, le temps que l'université, l'école soient réinventées, une politique de migration. C'est-à-dire, je vais envoyer des jeunes, l'État même finance la migration des jeunes sur le Japon, la Chine, pour aller apprendre. Moi, je me cite comme exemple. Moi, je dois l'essentiel de mon expertise par la migration. J'ai énormément appris parce que je suis sorti du Mali. Et ce que j'y ai appris, je ne l'aurais jamais appris ici au Mali. Et donc, moi, je pense que la migration, ben, il faut quand même l'envisager comme une richesse et comme un moyen d'apprendre. Bon, maintenant, il y a une autre chose qui est extrêmement importante. Quand on part d'ici et qu'on revient, on est considéré quasiment comme un ennemi. C'est-à-dire que vous êtes un danger pour le système qui est en place. Et on vous combat de façon énergique. J'en suis un exemple. Si je rentre dans les détails, vous allez dire que ce n'est pas vrai, que c'est une fiction. Merci. Bonjour, Ismaël Dougouré, Master Sumi, Ismaël à 1000 mots. J'aurais dû prendre 6 minutes d'intervention. Si je dois parler, et 1000 mots doit parler, mais je vais me limiter aux 3 parce que quand je parle et 1000 mots parlent, c'est la même chose. On dit exactement les mêmes choses. On a tous la même vision presque sur ces types de questions concernant l'immigration. Merci au panel. Merci aux initiateurs de ce forum pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être là. Et concernant cette question de migration, j'ai tout le temps chanté, mais de différentes manières en tant qu'artiste. J'ai été révélé au grand public à travers ma chanson Tungaranke. Tungaranke, premier album où on était vraiment révolté, quoi.
on était agités, où on passait tout notre temps à clasher les Blancs. Vous n'avez pas honte, pourquoi vous chassez les Africains, on est mécontents. Et avec le temps, avec du recul, on s'est dit, mais quand on pose cette question aussi, est-ce qu'il n'y a pas une indifférence de l'Afrique qu'il faut aussi dénoncer par rapport à cette question migratoire? Où j'ai pris l'initiative de faire la chanson Gibraltar, où je dénonce vraiment l'irresponsabilité surtout de nos autorités, de nos dirigeants en Afrique qui manquent de perspectives pour la jeunesse. Et à partir de là, après enregistrement de la chanson, nous avons voulu, pour mieux sensibiliser par rapport aux dangers, et j'étais avec mon grand frère Alun, j'ai demandé une audience avec le ministre des Maliens de l'extérieur de l'époque, pour qu'il voit comment on pourra collaborer ensemble pour réaliser ce projet. Si je commence à vous expliquer tout ce qui s'est passé dans ça, il y a tellement de choses qui découragent, c'est énorme. Donc, à partir de là aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je rejoins vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que le grand frère Alun dit concernant cette question migratoire, qu'il faut vraiment la considérer comme étant une richesse. C'est une richesse, surtout quand je prends l'exemple sur mes parents, les Soninké. Vous partez dans certains villages Soninké où il n'y a pratiquement pas tellement de monde, mais vous avez l'impression de voir une ville dans un village quand on prend en compte les réalisations. Ça aussi, c'est un côté positif. Mais aussi, le danger est là. Il y a l'influence des médias sociaux. C'est pourquoi, quand je suis parti pour la première fois, ma première tournée aux États-Unis, quand j'ai regardé les choses, j'ai dit je vais faire une chanson sur les États-Unis, Amérique ici. Mais j'ai alerté les gens. J'ai dit Facebook kani blaga océan tigé. Parce que j'ai vu comment les choses se passent à travers les réseaux sociaux et tout. Les gens sont influencés, ça attire d'autres personnes. Certains mettent des photos, des jolies photos sur leur page Facebook et autres, mais en réalité, ce n'est pas la vie qu'ils mènent. Donc cela trompe certains jeunes qui sont sur place. Mais aller aussi hors du pays, c'est aussi une question de survie pour beaucoup de personnes. C'est une question de vie ou de mort. Parce que quand on prend par exemple notre école, l'école malienne est inadaptée à nos réalités. Vous avez par exemple beaucoup de gens qui vont vous demander qu'est-ce que tu fais, ils disent je fais droit. Tout le monde fait droit, tout le monde fait droit, tout le monde fait psychologie, philosophie, sciences de l'éducation, etc. Et je n'ai rien contre toutes ces sciences-là. J'ai passé par droit, j'ai passé par d'autres sciences. Toutes ces sciences ont leur utilité. Ils existent pour quelque chose dans la société. Mais dans ce monde en pleine mutation, nous devons réfléchir à savoir combien de philosophes le Mali en a besoin par an, combien de juristes. Ça sert à quoi de former 5000 juristes dans l'année dans un pays où il n'y a pas 300 tribunaux? Je ne sais pas. Donc, voilà une machine de fabrication de chômeurs, comme l'a dit professeur Eli. Donc, maintenant, comment faire pour adapter notre système éducatif à nos réalités? Beaucoup sont diplômés. Jusqu'à 35 ans, ils ne peuvent pas acheter une plaquette de paracétamol pour leur maman. C'est compliqué. Donc, il y a plusieurs questions qui rentrent en compte par rapport à cette question migratoire. Et il y a aussi vraiment des côtés positifs qu'il faut vraiment prendre en compte. Tout n'est pas mauvais dedans. Mais comment faire? Est-ce que ce n'est pas une question de prise de responsabilité par les dirigeants, les autorités? Le Premier ministre Moussa Mara l'a dit tout à l'heure, que les gens doivent rester, oui, les gens doivent rester. La crédibilité du message dépend du personne qui le porte. Voilà, merci, moi j'aimerais m'arrêter là. Merci, monsieur le modérateur, chers collègues, et merci à nos deux collègues pour les brillantes présentations. Je m'appelle Dr Boulay Keita, je suis enseignant-chercheur, mais conseiller technique au ministère des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine. Je pense que Fatoumata m'a dit, Boulay, on n'a pas besoin de toi ici comme chercheur, mais plutôt comme représentant du ministère. Donc ça veut dire représentant de l'État. Merci, il n'y a pas de souci, mais Amadou vient de rappeler que je suis aussi un ancien migrant. J'ai fait 12 ans à Paris où j'ai vécu plutôt dans les foyers des migrants
pour faire toutes mes études jusqu'à la thèse, de la licence à la thèse. Donc, je n'ai pas vécu dans un espace universitaire pour dire que je connais la thématique parfaitement. Et aussi, j'ai soutenu ma thèse sur cette problématique, migration et développement au Mali. Moi, je pense que, je vais mettre, monsieur le modérateur, un peu le curseur sur 2 points. C'est-à-dire, à présenter l'immigration comme un problème, je pense que c'est un peu détourner le débat. Ça vient d'être rappelé tout de suite. Je pense que la migration, c'est une opportunité. Comme un pays comme le Mali, dans notre domaine, qui est le domaine universitaire, aujourd'hui, à travers le programme TOCTEN, où nous avons des enseignants maliens qui évoluent dans des grandes universités ou des laboratoires de recherche. On a 42 collègues de l'université aujourd'hui formés grâce à l'intervention de ces intellectuels maliens de la diaspora. Je pense que ça, ce sont des éléments importants qu'il faudra prendre en compte. Ça a été aussi rappelé, la migration contribue au développement local. Vous l'avez dit, hein, les centres de santé, les addictions d'eau, vous allez dans la région de Caille, 70% de ces infrastructures, je parle sous le contrôle de beaucoup de spécialistes de ces questions de migration, ce sont des infrastructures mises en place par le biais des associations de migrants. Donc, je pense que ce sont des éléments importants aussi à rappeler, quand bien même qu'on est conscient qu'il y a des difficultés. D'autre part, je pense qu'il faudrait la rappeler, et Dico également, les dynamiques migratoires maliennes sont avant tout aussi des dynamiques migratoires en Afrique. Mais il y a très peu d'études, il y a très peu de recherches sur ces questions-là. Vous allez au Ghana, il y a plus d'1 million de Maliens. Il y a plus d'1 million de Maliens au Ghana, et qui sont des Maliens parfaitement intégrés au système de ce pays, et qui ne sont pas dans des activités vraiment précaires. Mais il n'y a pas d'études là-dessus, ce n'est pas documenté. Je pense que les études où il y a beaucoup plus de rapports, d'études, de mémoires, ce sont des études qui sont aussi financées. Mais financées par qui et pour quelles raisons? Je pense que c'est ça, là aussi, la question. Et cette réalité, on a des statistiques qui disent, OK, l'essentiel des migrations, c'est en Afrique, mais ce n'est pas soutenu par des études approfondies comme des thèses ou comme des rapports. Mais les études que nous avons par rapport aux migrants maliens en Europe, nous sommes tous spécialistes de ces questions. En tout cas, en dehors de la sous-région, je pense que ces études-là sont les plus nombreuses encore aujourd'hui. Ou même les territoires où nous avons comme terrain d'études, ce sont plutôt des migrants qui sont dans ces pays européens. Je pense que là aussi, au niveau universitaire, nous devons travailler là-dessus pour dire que ces dynamiques doivent être fouillées beaucoup plus davantage au niveau sous-régional. Deuxième élément, c'est que je voudrais dire rapidement pour finir, je pense que sur la question de la migration, ça a été dit, le Mali a, depuis un certain temps, depuis 91 ans, vous l'avez dit, nous sommes l'un des rares pays, en tout cas jusqu'à présent, au niveau de la CEDEAO, nous sommes le deuxième pays à disposer d'un document de politique qui retrace les priorités de l'État sur la question et qui parle de tous les aspects de la migration, dont la migration professionnelle. Et je pense que sur la question de l'assistance aux migrants, depuis 3 ans, le Mali est le premier pays qui apporte plus d'assistance aux migrants en situation de détresse. De 2017 à nos jours, on est à près de 50 000 migrants maliens qui ont été assistés et qui étaient dans des situations très très difficiles. Souvent, certains ont été... il y a eu des négociations pour les faire sortir des prisons, après organiser les voyages. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je pense que ce sont des politiques, ça a été dit. La politique nationale de migration a été adoptée quand le Premier ministre Mara était encore aux affaires. Et je pense qu'il a suivi de près, et son cabinet aussi, l'adoption de ce document-là. Pour dire 10 ans après, il y a effectivement des questions qui se posent. La sensibilisation, je pense que la sensibilisation, on ne peut pas arrêter la sensibilisation. Pourquoi? Parce qu'il faudra conscientiser les gens. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire ne partez pas. Souvent, je le dis aux gens, que les migrants savent les risques déjà. Ils connaissent déjà les risques. Mais il s'agit, je suis tout à fait d'accord, qu'il faudra mettre en place des stratégies, des alternatives, des opportunités économiques pour pouvoir les retenir. Mais la migration, c'est un phénomène social à caille. Ce qu'on investit dans la migration est un investissement à part. Les parents qui injectent de l'argent dans le voyage, je pense qu'il faudra les associer à la sensibilisation pour qu'on puisse faire un tout petit peu confiance à ces jeunes, d'essayer des initiatives sur place. Merci bien. Comme tu représentes le ministre là, tu vas aussi lui dire tout ça. La parole revient à votre voisin de gauche, M. Dem. OK? C'est très bien que lui-même conseiller le dise. Hein. Donc il le connaît bien. Maintenant, il faut te faire le porte-parole de tout ce qui va être proposé ici. Et surtout l'appliquer, veiller à son application. Pour qu'au prochain forum, on puisse faire le diagnostic. Oui, M. Dem. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bon, moi aussi, j'étais un ancien migrant. J'ai fait 2 ans à Brazzaville. Je pense que le Premier ministre, s'il était là, il pouvait témoigner. Parce qu'il connaît très bien les phénomènes migratoires. Parce qu'à chaque fois qu'il part à Brazzaville ou à Libreville ou en Afrique centrale en tout cas, il rencontre les Maliens de l'extérieur. En tant que Moussa Mara, Malien simple.
Ça, c'est un constat. Je pense que comme mon grand frère Aliou a dit, la migration doit être considérée comme une opportunité. Il n'y a pas que 3 jours, je passe sous le contrôle de Boulaye, le ministre de l'intégration africaine a visité des grandes entreprises. Voilà. Khan, là, c'est mon ami. Il a ouvert une usine, ou bien des usines même, à Tabakoro, où il y a 3 plateformes. Des savons, des glaces, des poulets. L'autre, là, Shoprite, là, c'est un migrant de l'Angola qui l'a fait. Le ministre a été visité. Si aujourd'hui, tu regardes ce que les migrants apportent dans ces pays-là, je pense que tout le monde est unanime là-dessus, c'est très important. Maintenant, comment capitaliser cela? Je pense que je vais aller directement à la proposition. Il faut surtout faire participer aux migrants ou aux anciens migrants, n'est-ce pas, à la sensibilisation. En plus de tout ce que l'État peut organiser, parce qu'il faut que l'État aussi assume ses responsabilités. On ne peut pas continuer à laisser nos frères aller mourir comme ça. Moi, j'ai vu un phénomène nouveau même dans l'immigration ou bien dans l'immigration qui est vraiment nouveau. J'ai une cousine, sa maman et ma maman sont de même père, même mère. Ils sont installés en Guinée. Elle est décédée l'année dernière sur la route de l'Espagne, une dame. On n'avait jamais vu ça dans notre famille, ou bien chez nous. Mais ça commence à se développer maintenant. Ils partent à partir de la Guinée pour aller en Tunisie. Et puis, ils restent là-bas. Donc maintenant, il faut que l'État s'assume, mais il faut que l'État aussi fasse participer aux anciens migrants dans ces sensibilisations-là. Par exemple, moi, comment est-ce que j'ai migré? Moi, j'étais là, quand j'ai fini, je me débrouillais très bien, ça va. Mais tellement mes cousins partaient au Congo, au Gabon, ils revenaient, ils me disaient, mais avec ton niveau là, quand tu viens, non, tu vas te faire des millions. Nous, on a des gens là-bas qui ne connaissent rien, ils n'ont aucun niveau, ils font le transit. Effectivement, hein. C'est-à-dire, même récemment, ils ont arrêté beaucoup de Maliens au Gabon, dans le transit, ils ne savent même pas écrire une phrase. Le directeur général de la douane, il a pleuré, quoi. Il dit que c'est vous qui nous soutenez tous ces milliards-là. Donc, c'est pour dire qu'il faut que les anciens migrants participent à cette sensibilisation. Moi, quand j'ai été au Congo, alhamdoulilah, je me suis débrouillé, mais quand je suis revenu aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas me bluffer pour me dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça là-bas. Donc, je peux bien témoigner. Et je suis très fier de ce que j'ai pu accomplir là-bas parce que ça m'a aidé à me développer. Donc, j'insiste là-dessus, la migration est une opportunité sur laquelle le Mali doit s'insister pour se développer. Les 3 minutes sont écoulées. Merci. Merci bien. La parole revient maintenant à M. Yatara. Merci beaucoup. Je vais être bref parce que les prédécesseurs ont déjà touché un certain nombre de points que j'aurais voulu toucher. Mais moi, je dirais tout simplement que cette histoire d'immigration, en fait, il va falloir que nos États essayent de s'adapter en réalité aux réalités que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, si nous prenons les discours de nos politiques et les actes posés, on voit tout de suite qu'il y a vraiment opposition à ce qui est dit et à ce qui est fait. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient de dire justement que, et nous sommes tous unanimes là-dessus, qu'aujourd'hui, les Maliens établis à l'extérieur, ce qu'ils apportent dans l'économie du Mali, c'est colossal. Chaque année, ce qu'ils font rentrer, c'est colossal et c'est salué par tous les gouvernements. Et quand les ministres rencontrent les Maliens établis à l'extérieur, quand ils sont là, ils sont toujours salués pour leur apport dans l'économie du pays. Bon, étant donné que les politiques saluent surtout l'apport de cette immigration dans l'économie du pays, et les mêmes politiques luttent encore pour dire qu'il faudrait rester à ne pas aller vers l'immigration. Mais ce n'est pas rester le problème, mais qu'est-ce qu'on apporterait à ceux qui vont rester? Je suis d'accord, il faudrait que nous restions. Madame l'a dit, partir, ce n'est pas la solution. Mais est-ce que rester aussi est une solution dans un pays où la jeunesse est laissée pour compte, où, comme on l'a dit, les écoles créent justement des chômeurs? Nous avons aujourd'hui, les gens ont tendance plus à aller chercher un métier ou avoir quelque chose qui est d'aller s'asseoir sur les bancs et ensuite revenir faire dicter à celui-là qui a abandonné l'école en 6e année. Parce qu'on a vécu tout ceci, on a vu beaucoup de gens qui sont dans la même situation. Donc du coup, il va falloir que nous adaptons vraiment nos politiques à la situation qui prévaut aujourd'hui. On a dit que nous sommes un pays très jeune, on a une jeunesse, on a une jeunesse désœuvrée. Donc quelle est la solution aujourd'hui que l'État doit mettre en place? Il faut réadapter surtout l'éducation aux réalités du milieu. Aujourd'hui, nous avons des mines. Si vous partez dans les mines, vous allez trouver que tous ceux qui sont maliens là-bas, soit ils sont gardiens, soit ils sont chauffeurs. Tandis qu'il y a d'autres filières que nous pouvons développer sur nous pour que ces postes-là, qui se passent dans les mines, la géologie ou autres là, que nos jeunes puissent bénéficier de ça. Mais on amène d'autres personnes d'ailleurs parce que nous n'avons pas les compétences pour pouvoir
faire ce truc. Donc, voilà en fait ce que je voulais ajouter et les autres ont déjà pris certaines de mes préoccupations. Merci beaucoup. Merci Elie. Donc moi par rapport à cette question-là, en écoutant les uns et les autres, je m'aperçois que au fait par rapport à cette question-là, il y a les côtés positifs et négatifs de cette affaire-là. Et malheureusement, le côté négatif le prime sur le côté positif, en tout cas de ce que j'ai remarqué. Et aujourd'hui, par rapport à cette migration-là, par exemple, moi je viens d'une zone où, en tout cas quand on dit migration, moi l'image qui me revient, ce sont ces milliers de jeunes qui sont animés surtout par vraiment le désespoir. Ils n'ont rien laissé derrière eux et ils se jettent dans l'inconnu pour chercher quelque chose. C'est l'image qui me revient en tête. Et malheureusement, la plupart de ces jeunes-là, ils meurent. Ils meurent dans les déserts du Sahara avant même d'arriver à la Méditerranée que beaucoup de médias vous montrent. Et la mort dans les déserts, elle est plus atroce que la mort dans la mer. Ils sont des milliers de nos jeunes qui meurent comme ça dans l'inconnu. Souvent des femmes et des enfants qui sont jetés. Et vous avez vu récemment avec les images qui sont sorties entre la Tunisie et la Libye. Moi, cette affaire de migration-là, c'est ce côté négatif et inhumain, moi, qui m'interpelle le plus et qui doit interpeller la plupart de nos dirigeants. La migration, elle peut être positive quand elle est organisée, elle est prise en charge, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, par l'État. Ça peut être une richesse qui peut faire avancer notre pays. Mais malheureusement, nous, aujourd'hui, on ne contrôle absolument pas cette question de la migration. Nos jeunes nous échappent. Ils sont en train de se jeter dans le vide et dans l'inconnu. Et ce sont des milliers et des milliers de nos concitoyens qui meurent dans l'inconnu total. Et au pire, combien de ces jeunes, même quand ils arrivent à traverser le Sahara et la Méditerranée, moi je me promène souvent en Europe, je vois les conditions dans lesquelles la plupart de ces jeunes se retrouvent. Ils sont dans des conditions minables, je suis vraiment désolé de le dire. Et la plupart d'entre eux même ne réussissent même pas. La majorité, vous prenez 7, 8 sur 10, au fait, ils ne s'en sortent pas. C'est vraiment une poignée qui s'en sortent. Donc, au final, qu'est-ce qu'on gagne? C'est nos jeunes qui meurent et les quelques-uns qui vont en Europe, ils ne réussissent pas. Et pire encore, il y a même certains qui se transforment en des brigands, en des bandits, en des drogués, en des alcooliques et tout ça. Tout ça, ça fait partie de cette affaire-là. Il faut aussi en tenir compte. Donc, quelque part, quand on pèse le pour et le contre, on se rendra compte qu'en réalité, on perd beaucoup plus dans cette affaire qu'on y gagne. Notre jeunesse est en train d'être décimée par ces fléaux. Et quelque part, nos politiques aussi ferment les yeux là-dessus. On ne parle que de la migration pour mobiliser quelques fonds de l'Union européenne, pour les mettre dans des caisses, après pour les détourner. Ce n'est même jamais investi pour aider ces jeunes-là, pour leur trouver une perspective. Et ce sont nos enfants, ce sont nos futures générations qui sont en train de mourir comme ça. Donc vraiment, c'est une question extrêmement délicate qu'on doit prendre avec tous les sérieux qui doivent l'accompagner pour vraiment essayer de le régler. Moi, je viens d'une zone où les gens ne migrent pas forcément vers l'Europe. Nous, on migre pour aller en Libye, mais la Libye a été détruite par l'OTAN. Aujourd'hui, l'Eldorado libyen n'existe plus. Et donc, même ces jeunes-là, dans un lendemain très proche, je suis sûr qu'ils prendront le même chemin que leurs frères qui sont venus d'ici ont pris. Et c'est notre pays qui perd, c'est notre continent qui perd, et nous ne gagnons pas grand-chose, malheureusement. Merci beaucoup. Merci bien. Maintenant, on va donner la parole aux deux panélistes pour répondre. Et après, ça va être le tour des deux côtés de la salle. Et tous ceux qui sont autour n'auront plus la parole. Voilà. Merci. OK. Donc, je vous remercie pour les nombreuses questions. D'ailleurs, la question migratoire a toujours suscité des débats de ce genre. C'est pour vous dire que, à mon avis, le problème du Mali, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Vous allez m'excuser de la franchise de mes termes, mais en réalité, le Malien n'aime jamais affronter la réalité. 1, on ne s'aime pas. 2, c'est l'oralité seulement. Nous ne faisons que parler. C'est ça. Tant que nous allons continuer comme cela, ça ne va jamais être le bout du rouleau pour nous. Dans un premier temps, quand vous avez dit que mourir dans le désert,
atroce que mourir dans l'eau. Je vous dis, ayant parcouru un peu quelques villages, les jeunes, je peux dire, ils le savent déjà et ils sont prêts pour mourir dans le désert. Ils sont prêts. Dans le village de Farena, on a été une fois, les jeunes sont venus nous rendre visite la nuit, on a causé, ils disent que coûte que coûte, eux, ils vont partir. Même s'il s'agira pour eux de mourir dans le désert. Ils savent peut-être que ou ils vont atteindre l'Europe ou ils vont mourir. Mais de toute façon, quel que soit le dénouement, ils vont partir. Donc, je dis que le problème du Mali, c'est un problème d'homme. Pourquoi? Je dirais depuis que j'ai commencé à réfléchir, ce sont les mêmes têtes que je vois. Aujourd'hui, on est conseiller. Demain, on est ministre. Le lendemain, on est qui encore? Mais finalement, tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas donner de solution. Il faut partir. Et puis, nous ne faisons que répéter. Nous ne faisons que répéter. Je suis désolée si j'entends que l'école malienne ne forme que des chômeurs. Nous qui sommes des formateurs. Ce sont les situations offertes. Alors, qui doit dire qu'est-ce qu'on veut demain? Ce sont les politiques. Je vois l'Iran a voté une politique sur 50 ans, une politique éducative sur 50 ans. L'Iran sait, j'ai besoin de combien d'ingénieurs? J'ai besoin de combien de quoi? J'ai besoin de quoi? Pour combien de temps? Qui doit partir à la retraite dans combien de temps? Il doit être remplacé par qui? On le sait. Excusez-moi du terme, dans tout pays sérieux, on sait ce qu'on veut. On dit en Bambara, Kuhal Nimafa Kiki Sigi Kumado. On a besoin d'un opposant aujourd'hui, on t'a appelé. Tu es venu répondre. On a besoin de quelqu'un qui est avec le gouvernement. On t'a appelé, tu es venu répondre. On a besoin d'un enfant, on t'a appelé, tu es venu répondre. On a besoin d'une mère de famille, on t'a appelé, tu es venu répondre. Finalement, toi, tu es qui? Est-ce que c'est toi qui connais tout? Non. Voilà. Moi, aujourd'hui, quand on m'appelle pour quelque chose, d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, quand vous m'appelez pour quelque chose, je dis que je ne suis pas compétente pour ça. Appeler qui de droit? C'est ce que nous devons associer à notre quotidien. Je ne sais pas faire ça. Appelle X. Moi, je sais que s'il s'agit de parler en anglais, moi, je ne sais pas. Appelez Fatmata. Voilà. Mais il s'agit de l'anglais, je suis là. Il s'agit de l'espagnol, je suis là. Il s'agit de quoi je suis là finalement? Donc, pour le Mali là, le jour où nous allons décider de suivre le pas au pays développé là, nous allons savoir que parler là ne résout pas le problème. Alors, il faut être pragmatique et il faut associer à ce pragmatisme-là des mots qu'il faut et des politiques qu'il faut réellement. Je me rappelle au moment où on faisait la politique nationale de la migration, j'avais dit à l'autre là de vendre le Mali. C'est lui qui était chargé de faire le consultant. Je lui ai dit, écris de sorte que les jeunes puissent savoir qu'il est possible de se développer, de réussir au Mali ici. Mais finalement, quand je prenais la parole, on me disait l'enseignante. J'ai dit, bon, si demain, c'est pour m'appeler enseignante là, je ne reviendrai plus répondre à votre appel. Parce que je pense que nous sommes là pour corriger quelque chose qui existe et qui nous hante tous. Mais tel n'est pas le cas au Mali. Tant qu'on va appeler quelqu'un, il va dire, je gagne combien? Tant qu'il n'y a pas à gagner, on ne vient pas. C'est ce qu'il faut changer. D'accord, la migration est un atout. Mais on a fait appel, on a vu des expériences fâcheuses. Des gens qui se sont infiltrés dans le Tokten comme spécialistes de quoi, en réalité, qu'ils ne l'étaient pas. Ceux avec qui j'ai fait le deuil, nous avons eu l'amère expérience, mais comme nous aussi, nous étions, je peux dire, désengagés, le monsieur, il a fini avant de finir son cours. Il est parti. Ah oui. Finalement, il a trouvé des excuses. Chaque fois, il parlait de Toulouse. Toulouse, c'est quoi? Non, on n'a pas besoin de Toulouse.
Tu es chargé d'un module, tu es là pour nous enseigner quelque chose. Mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire. Il a dit que j'ai mangé votre bassi et Nyougou. Finalement, j'ai des maux de ventre, il est parti. On ne l'a plus revu. Donc, pour résumer, j'invite tous les Maliens, que ce soit des enfants, que ce soit des vieilles personnes, de savoir qu'à un moment donné, ce n'est pas ce que vous dites aux gens qui pourront les faire changer, mais c'est de par votre comportement. Toi, tu ne peux pas t'habiller en monsieur le ministre et me demander de rester avec des habits, avec mon haillon. Ça ne peut pas se faire. Donc, soyons honnêtes, soyons clairs, et comme cela, le Mali va avancer. Merci bien. Bien, donc, merci, monsieur le modérateur. Bon, merci pour tout le monde, hein, parce que finalement, je vois qu'il y a un intérêt particulier pour cette thématique. Dr Keita a posé la question des profils et des destinations. En fait, bon, l'OIM fait régulièrement des mises à jour, mais ce qu'il faut savoir globalement, c'est que ce sont les zones de départ qui varient un peu. C'est-à-dire que c'est de plus en plus d'immigration urbaine, des jeunes qui sont de plus en plus scolarisés et qui partent plus ou moins avec un capital social. Mais les destinations là demeurent à peu près les mêmes. C'est-à-dire que c'est des anciennes destinations et la Côte d'Ivoire reste en tout cas le pays qui regorge le plus de Maliens. Voilà. Donc il y a l'étude OIM qui peut nous révéler ça. Ensuite, comment déconstruire l'imaginaire migratoire? Mais il faut démontrer qu'on peut réussir sur place en inversant le paradigme. Tant qu'on n'aura pas mis en valeur les potentialités de départ, par exemple, parrainer des jeunes. On a beaucoup d'endroits au Mali ici où les jeunes partent, mais il y a des mares d'eau, on peut faire des retenues d'eau, on peut exploiter, on peut faire beaucoup d'activités au niveau local. Il faudrait donc démontrer qu'on peut réussir sur place. Parce que tant qu'on pense qu'on ne peut réussir qu'ailleurs, on ne peut pas réussir à casser l'imaginaire. Donc il faut réussir à inverser les paradigmes. Et ça, ce n'est pas le rôle des chercheurs, c'est le rôle des politiques et des décideurs. Donc comment capitaliser l'expertise de la diaspora? Vous savez, moi, mon travail porte sur ça, mais malheureusement, la diaspora, en tout cas, dans le sens de la diaspora des élites intellectuelles, en fait, le Mali ne fait pas assez d'efforts pour les récupérer. On a parlé du programme Tocten. Mais ce programme, bon, je pense qu'il est fini, mais il y a tellement de Maliens qui sont des grands intellectuels, qui sont installés à l'étranger, et que le Mali ne fait aucun effort pour les récupérer. Ils sont nombreux. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle comme ça, L'immigration des diplômés maliens en France. Moi, j'ai rencontré 85 Maliens diplômés de master et doctorat qui sont partis, soit des boursiers en Algérie ou au Maroc, ou certains sont des boursiers d'excellence. Ils sont restés là-bas. Ils ont eu leur bac ici, mais ils sont restés en France. C'est des ingénieurs. Et le comble, c'est qu'on envoie souvent des Maliens en mission, qui travaillent pour GDF, en mission pour EDM. Ici, c'est des Maliens qui viennent en mission ici. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun effort pour les récupérer, contrairement au cas du Sénégal, qui fait même des plateformes pour permettre à leurs migrants de postuler, parce que tout le monde ne peut pas venir dans l'inconnu comme ça. Il faut encourager le retour. C'est des humains aussi, ils cherchent à vivre. Donc, il faudrait essayer d'impulser le retour. Ensuite, bon, vous avez dit que la migration est une richesse. Oui, mais je pense qu'il faut faire très attention, parce que la migration dont vous parlez, oui, c'est une bonne chose, mais il y a l'autre aspect. C'est-à-dire que la migration a créé la dépendance économique dans les zones de départ. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent même pas acheter un thé sans l'argent des migrants. Absolument, tout est lié, tout est enchâssé dans la migration. Donc, ensuite, le réseau des passeurs qui se nourrissent, ils ont construit une économie autour de ça. Et aussi, ce dont je parlais précédemment, la fuite des cerveaux, qui est consécutive à ça aussi. Donc, si vous voulez, c'est une chance quand nous essayons, n'est-ce pas, de tourner la migration de notre côté, mais tel que nous la pratiquons au Mali ici, je pense que c'est très, très compliqué. Ensuite, je termine par les filières. Bon, vous savez, le panel précédent, j'ai eu l'impression que c'était une diatribe contre les enseignants. Mais franchement, il n'y a aucun pays au monde, où il y a adéquation exacte entre formation et emploi. Ça n'existe pas sur la planète. Non, ça n'existe pas.
Et puis, comment vous pouvez comprendre que l'État crée une filière comme ça en l'éducation, puisque c'est l'exemple qui est cité, et que l'État ne reconnaisse pas cette filière? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce n'est pas reconnu. L'État a créé, mais ce n'est pas reconnu par l'État. Donc, oui, bon, et l'enseignant qui enseigne là-bas, vous voulez qu'il fasse quoi? Non, mais franchement, donc, il n'y a pas d'adéquation. Et les humanités, on les enseigne partout. Vous allez au Borden College, vous allez à la Sorbonne, vous allez à l'Université de Dakar, vous allez partout, on enseigne les humanités. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, le cas particulier des États-Unis, c'est quoi? Quand tu fais ça en éducation, une banque peut t'employer pour démarcher les étudiants pour faire des prêts pour leurs études, par exemple. En fait, ils ont su s'adapter au marché de l'emploi. Donc, chose qui n'existe pas chez nous ici. On pense que quand tu étudies ça, c'est ça que tu dois exercer dans la vie pratique. Donc, s'il vous plaît, nous enseignons les humanités, ça nous plaît. Et ce n'est pas du tout, je ne pense pas que je n'ai pas de regret parce que j'enseigne les humanités. Et donc, voilà quoi, c'est un peu ça. Merci bien. Alors, sur le programme, on est supposé prendre la pause à 15h pile, il est 15h pile. Mais comme on a commencé un peu en retard, on va continuer un peu. Je donne d'abord la parole à ma droite, mais au fond de la salle, pour voir s'il y a des volontaires. Est-ce qu'il y a des volontaires là-bas? S'il n'y en a pas, ils ne sont pas encore. Ok, on prend à gauche. Vos noms, s'il vous plaît. Là. Ok. Abdoulaziz. Abdoulaziz, oui. L'autre? Au milieu. Ok. Madame? Maïga. Ok. Par là? Personne? Ok. Oui. Koina. Ok. 4. Un dernier, oui. Boubacar. C'est tout? Ok, donc on a 5 doigts, c'est très bien. Soumaïla, vous avez 2 minutes maximum. Ok? Voilà. Ok. Bonsoir. Moi, c'est Soumaïla Diakité, je suis étudiant au LMI Makoter. Au fait, j'ai une question et une suggestion. Ma question, c'est à l'endroit de Dr Koulibaly. Vous avez parlé de là-bas, c'est chaud. La première partie, si j'ai une bonne mémoire, je pense que ça porte sur les difficultés liées à la mobilité. D'autant plus que l'habitude est devenue un manque, qui est devenue une chose introuvable. Maintenant, j'aimerais savoir, l'immigration, disons, est-elle un désir ou une nécessité? Ma deuxième question, vous avez parlé aussi de la réintégration après un échec dans leur projet d'immigration. En plus, l'intervention portait aussi tantôt sur le changement. Bon, moi, je pense que les défis auxquels nous faisons face actuellement ne nous permettent pas de prendre toutes les dimensions afin de contrecarrer cette envie de ces jeunes à vouloir quitter ce pays. Selon moi. Merci. Ok, merci. Vous pouvez répondre à la deuxième question. Ok, donc c'est bon. Abdoulaziz. Moi, c'est Abdoulaziz Ba, je suis étudiant au sein de LMI Makoter. Donc, j'ai une suggestion à l'endroit du docteur Fodé Tandjigora. Quand on parle de l'imaginaire des jeunes migrants, je pense aussi qu'il va falloir parler aussi de l'imaginaire des parents de ces jeunes migrants. Parce que très généralement, les parents aussi ne veulent pas voir leurs garçons au village. C'est les parents souvent qui incitent les jeunes à partir. Donc, je pense que ça aussi, c'est un facteur non négligeable qu'il faut tenir en compte. Merci. Merci. Madame Maïga. Merci bien. Permettez-moi de parler juste d'une petite chose. Avant-hier, une de mes étudiantes est venue me voir au labo. Elle me dit, Madame Nepta, tout a fait. J'ai dit, comment? Ah, Madame Nepta, tout a fait. J'ai dit, mais comment Nepta, tout a fait? Elle me dit, j'ai 2 enfants de 5 ans et 2 ans et que mon mari n'avoir plus de l'argent pour le prix des popotes.
Il n'avait plus d'argent pour payer la maison. Et parfois, je peux faire 48 heures avec mes enfants sans manger. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'aller à l'Exode. J'ai dit, mais ce n'est pas la solution. Quand tu vas à l'Exode, tu vas te prostituer. Donc, entre la souffrance d'ici et venir voir madame pour que madame te donne quelque chose chaque fin de mois pour que tu puisses nourrir tes enfants et aller à l'Exode rural faire la prostitution et revenir avec une maladie comme le sida. On a pleuré ensemble. J'ai dit, bon, allez, va à la maison, demain on va en parler. Elle est partie à la maison et aujourd'hui, elle ne m'a pas encore appelé. Donc voilà, il y a de ces situations-là qu'on vit tous les jours, mais il suffit seulement de tomber sur une mauvaise personne pour encourager l'élément en question et le motiver d'aller à la migration. C'était juste une parenthèse parmi tant d'autres. Maintenant, ce que je veux dire à mes chers présentateurs, le problème du Mali, c'est quoi? C'est plutôt un problème de système. Tout pays développé se développe sur la base d'un système ou des systèmes. Et un système est quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs systèmes. Le système peut être politique, ça peut être économique, ça peut être culturel, comme ça peut être social, ainsi de suite. Mais chaque système est organisé de telle sorte qu'on peut associer beaucoup d'éléments de même nature comme beaucoup d'éléments de nature différentes. Mais avec un seul objectif et cadré par des lois. C'est ça qui manque au Mali. Si on crée un système, un système aujourd'hui, et on te dit que bon, voilà, un professeur qu'on l'attrape en train de faire de la corruption avec un étudiant, on l'envoie en prison et il est sanctionné. Et si par hasard le professeur commet cette erreur-là, il va passer par le beau-frère du juge ou la belle-fille du juge, ou bien il va prendre le président du tribunal qui est peut-être son beau-père. Avec le social, il va négocier la situation et rien ne se passe. Dans un pays où il n'y a pas de sanctions, ça ne peut jamais aller. Et on ne peut jamais aller contre cette migration. J'ai un jeune militaire à la maison avec moi, d'ailleurs qui était avec moi à la maison. Il a une maman, 2 frères, une femme et 2 enfants. Et on lui donnait comme salaire 42 000 francs. 42 000 francs comme salaire. Et il ne tenait pas du tout le bout, parce qu'un militaire, c'est d'abord le représentant de l'État partout où il sera. Mais avec 42 000 francs, il n'arrivait pas à s'en sortir. Et il a profité d'une de ses missions pour mettre de l'eau dans son bidon et il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne le voit pas. L'autre jour, il m'envoie un message pour me dire, grand sœur, je vais bien, mais je vais me marier avec une vieille femme de 54 ans. Je suis obligée parce que je veux avoir un papier. Et il a sa femme avec moi à la maison, avec ses 2 enfants, qui vient pleurnicher tous les jours que j'attends mon mari. Mais je n'oserais jamais dire à cette femme que ton mari va se marier avec une femme de 54 ans. Donc voilà une autre réalité de la migration. Je vous remercie. Merci. Très bien. Koina ou Koira? Docteur Koira, ok. Merci beaucoup. Alors, juste pour un peu appuyer l'histoire, parce que j'ai vécu en Italie pendant 11 ans et presque 8 ans, j'ai travaillé un peu dans le domaine de l'immigration. Et je me rappelle, en fait, l'année dernière, déjà, il y avait un jeune homme qui était venu ici, qui faisait partie de, disons, dans mon centre d'accueil, le centre d'accueil où je travaillais, en fait, en tant que conseiller juridique. Le jeune, en fait, on était resté en contact, en réalité. Et à chaque fois qu'il vient en vacances, en réalité, il prend un Prado en location, et puis pratiquement, il passe son temps un peu à faire des jeux. Hein? C'est bon? Ah, d'accord, ok. Et donc, en fait, ce que... et au fil, en fait, pendant 1 mois, pratiquement, il vit comme ça, et après, il retourne. Je lui dis, Moussa, sincèrement, désolé. Je lui dis quand même, mais toi, tu es là-bas, en fait, tu travailles, mais si tu viens pendant 1 mois, tu gâches tout ton truc. Ah, il me dit, bon, comme Malikoro, il faudra qu'il me recaouille, quoi. Je lui dis que bon, quand même, c'est pas comme ça. En fait, je pense que, en fait, il serait mieux un peu de changer un peu d'attitude. Mais en fait, c'est que quand même, pour ceux qui me demandent ici, parfois, on me demande, mais pour l'immigration, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une opportunité ou un danger? Personnellement, moi, je ne pourrais pas dire que c'est à quelqu'un de ne pas partir, parce que je pense que quand même, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis et qui ont pu, d'une manière
avoir, en fait, bon, pas en fait économiquement même, en réalité, mais quand même pour une ouverture d'esprit, ils ont pu avoir quelque chose. Mais ce qui est dangereux en réalité, c'est l'immigration irrégulière. En réalité. Peut-être bien qu'on devait un peu penser à comment est-ce qu'on pourrait réguler ça, essayer de voir comment est-ce que faire des accords, par exemple, même avec certains pays, en réalité, à ce que les jeunes parviennent un peu à partir pour 6 mois ou 8 mois, en fait, pour travailler et puis revenir. S'ils parviennent à faire ça, peut-être bien que cela pourrait être une solution. Mais quand même, je pense que le seul danger un peu, c'est l'irrégularité ou les jeunes qui, en fait, c'est la mafia qui profite de cela. Mais quand même, ça pourrait aussi, comme je rejoins Ifra et puis Massasoumi, que ça pourrait être aussi une opportunité parce que ça a permis quand même de faire certaines infrastructures et même aussi de permettre à d'autres, à ceux qui sont restés, de pouvoir maintenir un peu le statut social ou et aussi pour la santé ou autre chose. Merci beaucoup. Merci. Le dernier intervenant, Boubacar. C'est là. Boubacar. Bonjour, moi c'est Boubacar Abderrahman, étudiant en Master M, LMI Makoter. Voilà, moi j'ai 2 choses à ajouter par rapport à la migration. Si on prend le cas des artistes, surtout les rappeurs maliens, comme Master Soumi est là, la plupart des rappeurs maliens qui ont réussi ne sont pas des migrants. Et la preuve, la plupart aussi qui ont migré n'ont pas réussi. Je donne l'exemple des Autoboy. Il est là. Ok, c'est pour vous dire que rester chez soi est souvent la meilleure des choses. La deuxième des choses aussi, il y a les migrants climatiques. Parce que je suis du nord, de la région de Gao, et plus particulièrement de la commune de Gounzari. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont quitté le nord. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas bon de vivre, mais c'est le climat qui les a chassés. Si vous prenez par exemple de Bouram Inali, en passant par Gao, Bourem, Kidal, Meneka, Ansongo, jusqu'à la frontière avec le Niger, beaucoup de gens ont quitté ces zones par par rareté de pluie. Tout le monde a entendu ou bien a vécu les 2 grands sécheresses qui ont secoué le Sahel. Il s'agit de 1973 et 1984 qui ont décimé les animaux. Et à cause de ces sécheresses, c'est-à-dire certains ont préféré immigrer vers l'Algérie, la Libye, d'autres se sont installés au Ghana, en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce qui est très grave, hier, nous vendons des animaux à la Côte d'Ivoire. Nous ravitaillons la Côte d'Ivoire en animaux. Nous ravitaillons le Ghana aussi. Mais si on ne fait pas attention, demain, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana qui vont ravitailler le Mali en animaux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des éleveurs sont installés dans le nord du Ghana et le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, si on ne fait pas attention, c'est-à-dire que ça va être l'inverse. Donc, au lieu d'acheter un bœuf, comme on appelle à Gao ou bien à Bamako, c'est-à-dire on ira chercher des animaux soit à Bouaké, soit à Koumassi. Merci. Merci bien. Donc on va redonner la parole aux panélistes pour répondre aux questions qui ont été posées. Ok, j'ai une question de la part de Diakité qui demande si la migration, peut-être il veut parler de l'émigration, est une nécessité ou un désir. Je dis les deux. Désir, parce qu'il ne sert à rien de choisir de vivre en autarcie. Et d'ailleurs, au regard du niveau de globalisation, aucun pays n'a intérêt à s'enfermer et de vivre sans être en contact avec les autres. Vous pouvez partir, mais il faut être dans la bonne posture pour partir, c'est tout. Si vous parlez, vous voyez qu'on parle beaucoup de la migration africaine parce que nous ne sommes pas de bonne qualité. Sinon, autant on remplit d'avions
de jeunes pour venir les déverser au niveau de l'aéroport Modibo Keïta, autant on mobilise un appareil pour venir chercher un seul jeune malien parce qu'il est qualifié. Alors, je demande aux jeunes, avant de partir, assurez-vous de votre compétence. Comme ça, avant même que vous ne décidiez de partir, ce sont ces gens-là qui vont venir vous chercher. Donc, il ne sert à rien de partir pour revenir dans une situation non enviable. Bon, le désir est toujours là. Ceux qui ont culturellement toujours envisagé de partir, on ne peut pas aussi les empêcher de partir. C'est un droit. Donc, je pense que c'est la seule question que j'avais. Ça va? Bien, la question qui m'est posée ici est relative à l'imaginaire nourri également chez les parents. En fait, c'est la même chose. Les parents ont une perception de la réussite qui est pratiquement la même chose. Parce que, eh bien, quand vous avez une fille, vous aimeriez bien qu'elle soit mariée à un migrant de la France ou d'Espagne. Ils sont en priorité. Je vous parle d'une réalité du bassin du fleuve Sénégal. Donc, les parents ont aussi le même imaginaire. Ensuite, dans l'imaginaire collectif, ou du moins, vous trouverez dans certaines sociétés, notamment la société sonique par exemple, des formes de pensée proverbiale qui magnifient le départ en migration. Par exemple, les jeunes disent, pour ceux qui comprennent sonique, ils disent l'Espagne manière un gourmet. C'est-à-dire que l'Espagne ou la gueule du poisson. Ils sont décidés quoi, l'Espagne ou la gueule du poisson. Donc ils sont prêts à mourir dans la mer, mais il faut l'Espagne ou la gueule du poisson. Ou bien on dit souvent, celui qui ne part pas en France va raccommoder son pantalon. C'est-à-dire signe de pauvreté et d'indigence. Et c'est très courant de rencontrer ces expressions au village et un peu partout. Ou bien il y a aussi des chanteurs, voilà, tels que Ganda Fadiga et d'autres qui ont magnifié la migration, qui disent les hommes, les vrais hommes sont déjà partis. Voilà. Donc toi tu es au village, franchement ça veut dire que tu ne fais pas partie des vrais hommes. En fait, pour vous dire que tout est enchâssé dans cette logique de migration, c'est pourquoi il faut casser l'imaginaire en quoi faisant, en aidant certains jeunes à réussir sur place, en démontrant qu'on peut vraiment vivre et se prospérer sans quitter sa localité. Merci bien. Donc nous voici au terme de cette deuxième table ronde qui était intitulée « Prendre la route entre rêve d'ailleurs et traumatisme de départ, migrer pour soi ou à cause des autres ». Donc je vais juste en 5 minutes essayer de faire une sorte de synthèse. Les exposés étaient très clairs, beaucoup de contributions. Madame Kadiatou Koulibaly nous a entretenus sur un thème avec 2 aspects. Donc elle a développé d'abord l'émigration, toutes les difficultés liées à la question du départ, mais aussi la question de la migration du retour. Donc à partir d'un poème, elle a montré que souvent le retour n'est pas tout à fait préparé et dans certains cas aussi, le retour lui-même est un retour à double visage parce qu'il est contraint. Il ne correspond pas forcément aux aspirations initiales de départ. Elle a rappelé qu'il y a 3 causes principales qui poussent les gens à partir. La première, c'est se construire. La deuxième, changer les conditions de vie des parents. Troisième cause, une quête de mobilité sociale. Et elle a fini par faire 2 propositions. D'abord, créer des programmes de développement à même de prendre en charge les aspirations des jeunes. Deuxième proposition, arrêter d'accuser les autres, réfléchir sur ce qu'il faut. Alors, donc c'est peut-être le lieu de rappeler les 8 principales catégories de facteurs d'immigration, parce qu'il y en a plusieurs causes, mais qu'on peut mettre en 8 catégories. La première catégorie, c'est les causes économiques. Ensuite, il y a les causes sociales, il y a les causes politiques, il y a les causes environnementales, il y a les causes éducatives, il y a les causes sanitaires, il y a les causes symboliques et les causes culturelles. Ça, c'est les 8 catégories de causes qui poussent les gens à partir. Prenant la parole en deuxième lieu, Dr Fodje Tandjigora a mis l'accent sur
la persistance de l'imaginaire migratoire, donc cet imaginaire qui est construit à la fois par les médias sociaux, mais aussi par les migrants eux-mêmes, et aussi par les télévisions donc câblées qui vendent les rêves de l'ailleurs dans un contexte où l'école n'est plus une école qui favorise la mobilité sociale. Et donc, les migrants qui viennent font l'étalage de toutes leurs acquisitions et cela incite aussi les gens à partir. Il a donné 2 précisions importantes. La première, c'est que la migration, malgré tout le tapage qu'on peut entendre de la part de certains médias occidentaux, la migration est davantage intra-africaine. Deuxième précision importante, la migration ne représente que 3% de la population mondiale, soit 281 millions de personnes sur une population mondiale de 7 milliards 600 millions. Donc après, il a expliqué que ce mirage de l'Eldorado va continuer tant que en fait, on développe l'aspect, une certaine image positive de la migration, parce que qui permet aussi une reconnaissance sociale de ceux qui sont partis. L'exemple typique qu'il a donné, c'est lorsqu'il s'agit de se marier, celui qui n'a pas été en migration, en face de celui qui est en migration, on préfère les migrants sans papier, qui est dans les foyers, qui fera peut-être un mariage par procréation, à quelqu'un qui a un salaire à la fin du mois ici, notamment en milieu sonanké. Et donc, il a un peu regretté que les politiques restrictives de l'Union européenne migratoire développent davantage l'aspect sécuritaire basé sur la surveillance avec beaucoup de millions d'euros à la clé, de l'argent qui aurait pu être investi dans des milieux, dans des zones de départ pour donner des alternatives aux jeunes. Et donc, pour finir, il fait 2 propositions intéressantes. La première, c'est offrir des alternatives crédibles aux jeunes. Faire des campagnes de sensibilisation, c'est bien, mais les migrants sont conscients du danger, en tout cas les candidats le sont, et il faut leur donner des perspectives d'avenir. La deuxième proposition, c'est de mettre l'accent sur la formation de la jeunesse et encadrer cette jeunesse. Alors, différentes questions ont été posées. On a eu la chance d'écouter 8 personnes autour du panel et puis prendre aussi 5 personnes dans la salle, ce qui fait quand même 13 personnes. De toutes ces discussions, j'ai noté, je pense, un point important et ensuite 7 recommandations. Le premier point, c'est finalement c'est la dialectique. Partir ou rester? Quelle est la solution? Moi, j'ai juste envie de dire que partir est un droit qui est consacré. Mais si partir est un droit, il y a des conditions d'entrée, de séjour dans les pays où vous allez. Vous êtes libre de quitter votre domicile, mais vous n'êtes pas libre de rentrer dans le domicile de votre voisin à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Donc, c'est important de vous documenter, de vous former, de vous informer sur aussi à la fois les métiers, mais aussi connaître les dispositifs d'entrée et de séjour dans les pays de destination. Et il a été dit par les participants et les panélistes de façon générale que la migration est une opportunité si et seulement si cette immigration est préparée et encadrée. L'imaginaire migratoire donc, se construit au fil du temps, mais il est important de noter que les conditions de départ ont changé, les profils migratoires aussi ont changé, les pays de destination aussi ont changé, et finalement, nous sommes dans un contexte où il ne faut pas simplement tomber dans l'éloge de la migration pour dire c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien, il y a du bien de là, cela donne des compétences, ça a été dit. Des exemples avec Alioune, Ifrandia et d'autres ont été évoqués, avec les Tokten, etc. Mais il y a aussi les impacts négatifs qu'il faut aussi évoquer. Donc trouver l'équilibre dans le discours. En termes de propositions, pour finir, la première proposition qui sort, c'est mettre l'accent sur le danger en termes de sensibilisation, mais aussi mettre l'accent sur les opportunités que les jeunes peuvent saisir et qui font que c'est le Mali qui va être leur Eldorado. La deuxième proposition, c'est lutter contre les mafias, ce qu'on peut appeler le réseau des passeurs, qui profitent finalement de la misère des candidats à la migration, qui finalement perdent la vie dans le désert, dans des situations de détresse aussi sur les routes de la migration irrégulière. Troisième proposition, collaborer davantage avec la diaspora pour la sensibilisation et l'inclusion dans l'ensemble national, parce que la diaspora représente un quart de la population nationale. Au Mali, nous sommes 22 millions, sur lesquels 5 millions vivent à l'étranger. Donc, il est important de tenir compte de cette importance numérique. Quatrième proposition, l'État doit financer la migration. Bon, on peut compléter la phrase. Cinquième proposition, travailler sur le système éducatif pour l'adapter aux besoins à la fois du pays mais du marché. Donc beaucoup d'exemples ont été donnés sur la question des mines où des Maliens sont plutôt des ouvriers, n'occupent pas des postes stratégiques, mais ça on peut l'étendre aux autres domaines. L'avant-dernière proposition,
réaliser des études sur la migration intra-africaine, à la fois sur les flux, sur les profils, sur les destinations, parce qu'on en parle, mais c'est très peu connu sur la base de données empiriques. Dernière proposition, développer une politique de promotion de la diaspora à travers notamment des plateformes et autres mécanismes qui incitent ceux qui ont les compétences, ceux qui sont partis là-bas et qui valent quelque chose là-bas, puissent servir en fait à ceux qui sont ici. Donc c'est sur ces mots que prennent fin cette table ronde. Merci pour votre aimable écoute. Merci.